Si vous n'êtes pas trop mauvais dans tout ce qui est date, calendrier, vous savez qu'on est à la mi-décembre et donc on s'approche terriblement de la fin de l'année. Et qui dit fin de l'année dit oui, fête de fin d'année, mais surtout rime fin de programme de plusieurs émissions. Et j'ai décidé aujourd'hui pour la 21e critique de faire un programme quadruple sur 4 émissions que j'ai regardées du Québec et qui se sont dernièrement terminées. Il y en a deux que vous savez très bien c'est quoi, une que je vous ai vite fait parler et l'autre que vous allez découvrir. Donc, Yo les Boys et Girls, c'est Achibal pour ma première vidéo en tant que mec dans la vingtaine et pour faire une critique de 4 émissions québécoises qui se sont terminées dans les dernières semaines. Bon, il y en a une qui s'est terminée plus vers fin novembre et l'autre s'est terminée jeudi dernier. Mais je voulais faire ça en un bloc pour pas faire ça, pour pas faire 4 critiques séparées parce que j'ai l'impression que j'aurais fait juste 4 vidéos trop petites pour avoir un intérêt. Donc aujourd'hui, on parlait de 4 émissions, comme j'ai dit. On va parler de la saison 2 de Quel Talent, la saison 3 de Tant de Chien, la saison 4 du Maître du Jeu et la saison 5 de Chanteur Masqué. Donc vous connaissez les deux derniers. Il y en a un et le Tant de Chien, je vous ai dit que c'est dans mes séries préférées. Mais vous connaissez pas Quel Talent. Donc on va commencer par Quel Talent. Je vais aller en ordre, vu que Quel Talent c'est la saison 2. Et après c'est la saison 2, 3, 4, 5. C'est un hasard total, mais voilà. Donc, pour commencer, Quel Talent, c'est quoi le principe? Vous connaissez sûrement les trucs comme Britain's Got Talent ou America's Got Talent ou La France a un incroyable talent. C'est la même maudite affaire, mais au Québec. Voilà, c'est vraiment très facilement résumable. Donc, il y a 4 juges, 4 personnes dans des milieux très différents. On a donc Marie-Mé, qui est donc une chanteuse qui a fait Star Academy, si je suis pas trop con, et qui est devenue une grande star au Québec. Anne Dorval, qui est une grande actrice. Si vous connaissez Anne Dorval, vous connaissez forcément les films de Xavier Dolan, donc J'ai tué ma mère et Mommy. Dans les deux films, c'est la mère. Et dans les deux cas, c'est un excellent personnage. Rachid Badouri, un humoriste très reconnu aussi. Et Serge Denoncourt, qui est lui un metteur en scène peut-être pas controversé, mais en tout cas, il est un peu dur. Je m'en rappelle plus de son nom, mais il y a un mec dans justement Britain's et America's Got Talent qui est vraiment très pointilleux sur les détails. Ben, c'est l'équivalent québécois. L'équivalent québécois de ce gars-là au Québec, c'est donc Serge Denoncourt. Et l'animatrice s'appelle Marie-Josée Gauvin, c'est la seule que je connaissais pas, mais elle fait un bon travail. Donc, c'est quoi le principe? C'est tout simple. Tu as les 4 juges qui regardent plein de personnes faire diverses choses, que ce soit du chant, de la danse, de l'humour, des acrobaties, de l'art pictural, plein de types de choses. Et ils choisissent s'ils veulent les garder ou s'ils dégagent. C'est à peu près le principe de à peu près toutes les émissions de variété qui existent, que ce soit au Québec ou non. Et donc, dans tous ces genres-là, évidemment, il y en a eu beaucoup dans la danse et le chant. Mais ce que je trouve con, c'est que autant, je dis pas, les gens qui chantaient et les gens qui dansaient avaient beaucoup de talent, mais pour moi, le problème, c'est que dans Quel Talent, ces deux talents-là, ils ont des émissions à part entière. Les gens qui sont bons en chant, ils font Starac ou La Voix, et les gens qui sont bons en danse, ils font Révolution. Donc, pour moi, les gens qui sont là-dedans et qui font ces talents-là, est-ce qu'ils méritent d'être 100% à Quel Talent ou dans d'autres émissions? À vous de voir, mais moi, je pense personnellement que ça serait mieux si ce serait dans d'autres émissions. Parce que pendant ce temps-là, tu as d'autres talents un peu moins connus. Comme il y avait une fille qui faisait du jonglage avec un ballon de basket, un ballon de soccer. Il y avait des humoristes. Il n'y a pas vraiment d'émission pour les humoristes. Vous allez voir le gagnant, là. Le gagnant, c'est un vrai GOAT. Et lui et le gagnant, enfin les finalistes donc du chanteur masqué, c'est très le fun parce que cette année, les gagnants de ces deux émissions-là, c'est enfin des gagnants qu'on voulait voir gagner. Parce qu'à chaque fois, quasiment à chaque critique que je fais, c'est jamais mes préférés ou les préférés de mon entourage qui gagnent. Et bien cette année, oui. Mais bon. Avant, je vais vous parler vite fait de ceux qui étaient assez marquants. Bon, c'est sûr, il y a les finalistes, mais il y en a un autre qui me vient en tête. C'est un humoriste, un vieux monsieur de à peu près une 80aine d'années. Gaston Antérite. Déjà, le nom est fucking légendaire. Mais il faisait plein de jeux de mots à une vitesse très lente. En même temps, c'est un papy, il faut bien qu'il fasse à son rythme. Et moi, je trouvais qu'il était hilarant. Mais
Niveau humour, à quel talent, on a eu du bon cru cette année. Donc, vu que je me souviens pas de tous les candidats qui sont passés, je vais seulement parler des finalistes, donc ceux qui sont restés le plus longtemps, et je vais finir par parler du gagnant qui est pour moi une pépite. Pour commencer, il y a Maya et Maeva, qui est donc un duo d'amis. Et Maeva, elle a fait Starac il y a 3 ans, je crois. Donc évidemment, j'avais quand même une petite appréciation pour ce duo-là, même si, comme j'ai dit, les chanteurs dans cette émission-là, c'est moins mon délire. Juliette Boulanger, qui était pour moi le choix le plus incohérent. Parce que ouais, c'était un Golden Buzzer. Pendant les éliminatoires, enfin, pendant les auditions, pardon, les juges ont le droit à un Golden Buzzer pour faire passer un candidat directement en demi-finale, et c'était celui de Marie-Mé. Et j'avais pas compris parce que je la trouvais assez moyenne. En finale, elle s'est quand même pas mal rattrapée, mais c'était la candidate que j'en avais le moins quelque chose à foutre. Francisco Vignone, lui aussi c'est un chanteur, mais un peu plus unique quand même, vu que c'était un chanteur d'opéra. Donc, c'était quand même assez appréciable, surtout que c'était un gamin de quoi, 8-9 ans, donc c'est quand même assez impressionnant. Après, il y a Adeline et Junior Madrip, qui était un duo de danseurs absolument improbable, hein, une petite fille avec un noir adulte. Vite de même, ça a l'air louche, mais je vous jure, leurs performances étaient très touchantes. Clara Martel-Laroche, qui elle, c'était plus le coup de cœur de nos cours, parce que c'est quelqu'un qui veut faire du théâtre et qui avait vraiment le talent, qui a le talent clairement pour faire ça. Et bon. Maintenant, je vais passer aux deux que je préfère, hein, les deux qui étaient vraiment au haut du top de tout. Déjà, il y a East to West, qui était littéralement une troupe de danse K-pop au Québec. Je suis heureux, là. Je suis très, très heureux qu'enfin la K-pop soit représentée à la télévision québécoise. Et en plus, ben, je pense que je les ai déjà vus. Tu sais, je vous ai parlé du truc à Montréal, là, de danse, enfin de K-pop, un genre de mini festival K-pop. Ben, il y avait des gens de ce groupe-là qui étaient présents. Et donc, pour les performances qu'ils ont faites, ils ont choisi donc Like Jenny de Jenny, Apate de José et José et Bruno Mars. Donc, le premier, donc, ce que je viens de dire, c'était aux auditions. Ils ont eu le Golden Buzzer. En demi-finale, ils ont fait Like Jenny. Et en finale, ils ont osé faire une chanson beaucoup moins connue parce que Like Jenny et Apata, c'est des chansons qu'à peu près tout le monde connaît, même les non-fans de K-pop. Mais en finale, je suis très heureux parce qu'ils ont osé faire quelque chose de très, très unique. Ils ont choisi Rock With You de 17 et ça, c'était assez inattendu. Assez inattendu pour être marqué. Et donc, je suis très heureux qu'enfin la K-pop soit un peu plus connue au Québec. En plus de ça, il y a aussi K-pop Demon Hunter. Donc là, au Québec, si tu sais pas c'est quoi la K-pop, là, faut le faire. Faut le faire en tabarnage. Mais le candidat qu'il faut absolument parler, c'est celui qui a gagné. Personne s'y attendait. C'est une légende, selon moi, et selon beaucoup, vu que c'est Luther Army qui a gagné. Son vrai nom, c'est Maxime Poulain. Décidément, moi, je connais beaucoup de Maxime, c'est tous des goats. Mais peut-être que vous le connaissez plus sous le nom de Jerry Tremblay. Jerry Tremblay, c'est une légende. C'est un gars qui a fait l'école de cirque et qui a fait beaucoup de trucs avec le Cirque du Soleil et qui a fini par se dire je vais créer un personnage et je vais faire rire le monde, mais en faisant des acrobaties. Donc lui est arrivé. Une personnalité très singulière, assez difficilement descriptible, et il te sort un vélo et il te fait des acrobaties avec une de ses gueules que ça en devient un personnage mythique de l'émission de la télévision québécoise. Lui, il a pas eu le Golden Buzzer. Il a fait toutes les étapes. On s'y attendait fuck all qu'il gagne. Et il a gagné. Je vous jure, allez regarder ça. C'est un mélange entre de l'humour. Il est hilarant ce gars-là. Et des acrobaties très impressionnantes, que ce soit avec des vélos ou avec juste des affaires très haut. On a eu des gens qui faisaient ce genre de choses-là cette année. On a eu des acrobates afro-canadiens qui étaient très impressionnants. On a eu un cracheur de feu. On a eu des magiciens, c'est ça. J'avais oublié les magiciens. Il y en a eu 2-3 cette année qui étaient très très bons. Il y avait un chanteur qui cuisinait sur scène. Donc il y avait beaucoup de talents assez uniques. Mais Jerry, East to West aussi, parce que ça fait rien à K-pop, mais surtout Jerry Tremblay. Je vous jure, allez regarder ce qu'il fait. C'est une folie. Il voyage partout. Il fait des shows partout, sauf dans Rive-Sud.
Il vient d'une place qui s'appelle Disraeli. Déjà, je savais fuck all c'était où. Mais c'est un endroit assez au nord et il fait que des shows dans le nord. Le plus proche qu'il a fait de la rive sud, c'est Montréal-Nord. C'est-à-dire la partie la plus éloignée de Montréal, de la rive sud. Donc, là, il est en Suisse carrément. Il préfère être en Suisse qu'ici à Rive-Sud. Bon, regarde, il fait ce qu'il veut, je vais pas l'obliger, mais c'est sûr que lui, s'il fait un show proche, genre Belleuil, Longueuil, McMaster, Saint-Bruno, peu importe, on y va, c'est certain. C'est une légende, tout simplement. Donc, en gros, ma critique de la saison, c'est que les finalistes, ceux que je préférais, bon, à part peut-être Gaston Enterret, mais la majorité des ceux que je préférais sont allés en finale. Donc moi, je suis heureux. Donc c'était une très bonne saison selon moi. J'ai eu quand même peur parce qu'il y en avait qui sont allés quand même plutôt loin puis que j'étais pas fan. Hein, dont un Golden Buzzer de non-cours qui était pas Clara Martel-Laroche à ma grande surprise. Mais une famille anglo-québécoise qui font de la musique traditionnelle. Déjà, moi, quand tu me dis anglo-québécoise, ça me fait grincer des dents. Non, mais sortez pas ça de son contexte, ok? Mais je suis un petit peu anglophone. Pas anglophone dans toute la planète, sinon le nombre de chansons que j'enlèverais de ma liste, là. La langue anglaise me dérange pas. Je parle anglais, je comprends l'anglais, j'apprécie les choses qui sortent des communautés anglophones, mais pas au Québec. C'est pour ça que mon cours, j'en ai parlé au cégep, là, de héritage culturel anglais, c'est pas un cours que j'ai apprécié parce que c'est l'héritage anglophone au Québec. Et moi, en tant que patriote qui veut garder la langue française, ça me fait un peu chier. Mais heureusement, ils sont pas allés plus loin que la demi-finale, donc je suis quand même heureux. Donc, pour résumer, quel talent, c'était une excellente saison. La saison 1, j'en ai aucun souvenir. Je me souviens juste de Zach Bull. Et on va reparler de Zach Bull dans les vidéos de la semaine prochaine. Mais voilà. Donc, c'était une très bonne saison. Il y a aussi eu les petits. C'était une émission très régulière, hein, du lundi au jeudi. Il n'y avait pas que l'émission. Des fois, il y avait des behind the scenes. Bon, c'était un peu moins bien que l'émission en soi, mais c'était quand même intéressant aussi. Pour continuer, je vais parler donc transition de l'émission que j'ai le moins parlé après Quel Talent. C'est donc Temps de chien, la saison 3. Pour faire un petit résumé, dans les 4, c'est la seule qui n'est pas une émission de variété. Donc, c'est une série, une vraie série. Et comme vous savez, si je lance ma top 9 séries of all time, donc avec le bonheur, c'est les deux seules séries québécoises qui ont réussi à s'immiscer ici. Et pour faire un résumé vite fait, comme je l'avais fait l'autre fois, c'est en gros un docteur, Antoine Meyer, joué par François Bellefeuille, qui est un de mes humoristes, enfin moi et ma mère, de nos humoristes préférés. Ah, mais les deux shows qu'il a fait, pour moi, c'est les deux meilleures choses que le Québec ait produit en termes d'humour. Hein, même si Pierre-Yves Desmarais et Dominique Paquet et beaucoup d'autres sont vraiment excellents aussi. Mais pour moi, ces deux-là, ils comportent trop de sketchs légendaires. Hein, le sketch de Kamasutra, le sketch de la map monde qui se fait démolir, le sketch de Kamasutra, le sketch des dessins d'enfance, c'est hilarant. Mais bon, bref. Donc, il a fait cette émission-là, et c'était le personnage principal, donc un vétérinaire, ce qui aurait été s'il n'était pas humoriste. Dans la saison 1, c'est sa dégringolade après un scandale à la télévision. Et il s'en va se réfugier aux îles de la Madeleine avec sa famille et il rencontre plein de gens. Dans la saison 2, il fait une campagne électorale pour devenir le maire des îles de la Madeleine et voilà, contrer les trucs écologiques. Mais dans la saison 3, c'est une saison où il y a un antagoniste, le docteur Jolicoeur, qui vient faire un hôpital vétérinaire à côté de celui de Antoine Meyer. Donc, c'est la rivalité entre les deux qui est le cœur même de cette saison-là. Donc, à part Antoine Meyer par François Bellefeuille, il y a Kim Bélanger par Émilie Bibeau, qui est donc sa femme, tout simplement. Éric Bernier, qui est Jean-Philippe, donc lui, c'est son beau-frère, hein, un mec riche, puis qui sait plus quoi faire de sa vie. Et bon, Kim, c'était une thérapeute, mais maintenant qu'elle est aux îles, elle est pas mal au chômage. T'as Gaston Lepage qui joue Armand Lapierre, qui lui, c'est un des collègues d'Antoine Meyer, et qui est, disons, un vieux de la vieille. Un Soulon un peu inconscient de ce qu'il fait, mais qui va être aidé durant cette saison. Le meilleur personnage selon beaucoup, et donc aussi selon moi, Stéphane, par Robin Joël Cool, qui, avec son accent, est un personnage absolument iconique et hilarant de la série. C'est le seul vrai ami de Antoine Meyer.
Et c'est un gars vraiment nonchalant, vraiment très drôle sans le savoir. Il y a Ariel Ifergan, qui est donc l'antagoniste dans le Docteur Jolicoeur, donc un franco-québécois, hein, il a un accent français. Et donc, c'est lui le propriétaire de l'autre boutique qui a un succès beaucoup plus gros que l'autre. Et donc, ça va être tout le moteur qui va faire marcher la saison, c'est la rivalité entre Meilleur et Jolicoeur. Après, il y a Ariane Castellanos, qui est donc Danielle, une autre collègue, qui est aussi la blonde, je vais quasiment dire à intermittent de Stéphane. Hein, ça change et tout. C'est une obsédée des chats qui disons, a une personnalité assez obsessionnelle. Presque toxique, mais peut-être pas. Ça serait peut-être un peu trop loin, mais est intense. Est très, très intense comme personnage. Il y a Nathalie Breuer, qui est donc Manon Gingras, qui est donc l'ancienne boss de Anton Meyer quand il était encore à la télévision et qui revient aux îles après que elle, ses affaires ne marchent plus. Donc en gros, c'est une petite profiteuse. T'as Sonia Cordeau, qui joue donc le rôle de Annie Davio, qui elle, c'est une fille qui se fait la gestion de l'endroit, la gestion pardon, une gestion de l'hôpital vétérinaire, mais qui est beaucoup trop stricte. Et je pense qu'honnêtement, elle joue un rôle. Je sais pas si c'est vraiment elle aussi dans la vraie vie, mais en tout cas, elle joue un rôle qui ressemble beaucoup à quelqu'un de TSA, en quelqu'un qui a des tocs, qui veut absolument que chaque chose soit bien faite de la bonne manière. Et l'actrice, si vous connaissez pas son nom, vous connaissez son visage, c'est la fille dans Les Appendices. Donc, si vous avez une idée, si vous avez vu, je sais pas moi, les deux appels érotiques, vous connaissez à peu près qui est cette fille-là. Tom Goyer, lui, c'est le fils d'Antoine et Kim, Félix. Il n'est pas très présent, mais quand même, il faut le noter. Et finalement, la dernière collègue d'Antoine Meyer, qui vient aussi de Montréal comme lui, c'est Léa, jouée par une fille qui, no joke, s'appelle Isabeau Blanche. Isabelle au masculin, mais c'est quand même une fille. Et elle, disons, c'est quelqu'un qui veut pas qu'on la fasse chier. Quelqu'un d'assez ironique, une personnalité assez ironique. Donc, il y en a d'autres, hein, mais quand je pense que ça, c'est seulement les personnages importants, les personnages qui ont une importance dans le scénario de cette saison-là. Donc, ce que j'en pense, encore là, est-ce que j'ai grand-chose à dire? Oui, c'est pas une saison où c'est pas mauvais. C'est sûr que c'est pas mauvais. C'est sûr que le bonheur me manque. Cette série-là, pour moi, c'était la meilleure série québécoise. Je suis quand même content que Tant de chiens reviennent. C'est une émission, donc, comme j'ai dit, avec un acteur qui est un humoriste. Donc, on peut se dire que c'est qu'une série humoristique. Et c'est vrai que attendez-vous à rire quand même beaucoup. Si vous êtes québécois, vous allez connaître les jokes. Mais franchement, est-ce que c'est la meilleure saison? Je sais pas. Honnêtement, j'ai pas fait de classement des saisons en soi. Je me suis pas assez des autres saisons pour en faire un classement. Pour moi, tout a un niveau assez constant. Est-ce que ça mérite de rester dans mon top 10 des meilleures séries? Je pense que oui, quand même. Il y a beaucoup de bons arguments. Même si ça reste une émission québécoise qui n'a pas le gros budget de toutes les grosses séries de US ou peu importe, ça reste une production très amusante. Donc, si vous avez apprécié et vu les 2 premières saisons, je ne peux que vous conseiller d'écouter la suite, d'écouter Tant de chiens, saison 3, qui est toujours disponible et qui... c'est un petit truc sympa, c'est pas la grosse émission, mais si vous aimez bien rire, un peu détendre l'atmosphère, honnêtement, c'est un bon choix. Donc, vous pouvez y aller sans trop de problèmes. Pour la troisième, je vais donc attaquer le maître du jeu, toujours animé par l'humoriste et Anton Vézina. Et cette émission-là, donc, à chaque année, a des humoristes différents. Et ce qui est plutôt cocasse, et je vous l'ai sûrement déjà dit, c'est que plus les années avancent, moins je connais de personnes invitées. Cette année, j'en connaissais juste 2, Marie-Soleil Dion et José Godet. Les 3 autres, je les connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Donc, Nive Ben-Simon, Danick Martineau, et non, Yannick de Martineau, et Mégane Brouillard. Ces 3-là, je les connaissais aucunement, donc je me suis dit, oh, putain, je sais pas si j'en vais avoir du fun, je les connais pas ben. Et ben, je sais pas, j'ai sûrement déjà dit aussi, mais ah oui, à chaque Christie d'année, c'est tout le temps la même chose. À chaque fois, je connais de moins en moins de monde, mais ça reste niveau égal, niveau hilarité. Et aussi comme l'année dernière,
La raison pourquoi ça a été reporté cette semaine, la critique, c'est qu'il y a un spécial Noël, hein, comme l'année dernière. Et donc là, c'était 4 autres invités. Matt Doff, Mathieu Dufour, Roxane Bruno, on va aussi reparler la semaine prochaine. Famille Cloutier et Léana Brèche d'Or, qu'on va parler après dans Chanteur masqué. Donc, si vous connaissez pas le principe, je pense que j'ai déjà expliqué, c'est 5, c'est pas 5 humoristes, mais en tout cas, c'est 5 comédiens qui viennent faire un bon grand nombre de défis pour savoir c'est qui le meilleur. Et honnêtement, les défis sont tous aussi loufoques les uns que les autres. Hein, c'est des fois des défis en équipe, des défis physiques, des défis mentaux, des défis il faut jouer avec les mots, des défis de temps qui est le plus vite, qui résiste le plus de temps. Et ça, mais ça, je pense que je l'ai déjà expliqué. Et le prix, c'est la tête en or de l'humoriste. Bon, c'est pas le prix de fou du Québec, là. Puis à chaque émission, il y a aussi un prix. C'est un petit downgrade du reste des saisons. C'est que la saison d'avant, chaque personne donnait un cadeau et la personne qui gagnait recevait tous les cadeaux. Là, c'est une personne qui en donnait seulement un. Donc c'est un petit downgrade. C'est pas grand chose, mais c'est vrai que c'est un peu dommage de passer de 5 à un truc, quoi. Mais soit. Donc, qu'est-ce qui valent ces 5 personnes-là? En général, encore là, comme j'ai dit, c'est une émission qui est très le fun. Et à chaque fois, comme j'ai dit, il y a moins en moins de monde que je connais, mais c'est de plus en plus le fun. Disons que cette année, mon coup de cœur, c'était Nive. Il l'appelait pas Nive Ben Simon, il l'appelait juste Nive. Et franchement, je pense que c'est à peu près ce que je serais dans l'émission si j'y étais. Honnêtement, je dirais pas nonchalant, parce qu'il y en a un autre qui l'était un peu plus, hein, Danick, qui est quand même le petit comique de service, mais qui a quand même réussi à gagner. Ah, je savais pas qu'il allait gagner. D'habitude, c'est pas mal des femmes qui gagnent d'habitude, à part, bon, mon Grenoble, mais bon, ça, c'est un cas assez... C'est un cas où c'est les deux en même temps, mais soit. Mais voilà, d'habitude, c'est des femmes qui gagnent. L'année dernière, je pense que c'était F Côté. Mais cette année, c'est Danick. Et honnêtement, j'en suis quand même heureux pour lui, mais c'était très très serré. En finale, là, il y avait Max Soleil qui avait pas de chance, mais toutes les autres avaient une chance de gagner. Donc, c'était une finale assez excitante où tout le monde pouvait gagner. Et donc, c'est lui qui s'est débrouillé le mieux dans la dernière émission. Donc, c'est lui qui a gagné. Mais bref, je parlais de Nive. Pourquoi je dis que c'est celui qui me ressemble le plus au niveau de ce que j'aurais fait moi? C'est que lui, c'est un gars chill. Il prend la vie relax, no stress, c'est tout. Donc les défis, il les prend de la même manière. Il veut pas se casser le cul. Mais des fois, ce qui est hilarant, et je sais pas si c'est un nom ce principe-là, mais c'est un gars qui se casse tellement pas le cul, qui crée des choses où il se casse le cul pour pas que le résultat a l'air de s'être cassé le cul. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais en gros, il crée des affaires, il fait des choses pour faire le moins d'efforts possible, sauf qu'au final, ce qu'il fait, c'est quelque chose qui a quand même pris du temps à être fait. Et je suis sûr que honnêtement, j'aurais été quelqu'un comme ça si j'avais été dans l'émission. Et c'est pas fini, il y a une prochaine saison qui va être qui va sortir un moment donné, hein, c'est officiel. Donc bon, si ça continue, puis qu'un jour je deviens un auteur et un youtubeur renommé, bon, disons un youtubeur pas tant, mais niveau livre, on sait jamais. Ah, j'ai pas laissé tomber l'idée de publier mon livre, mais bref, si j'y vais un moment donné à cette émission-là, je vais être à peu près comme Nive. Le gars un peu qui veut prendre la vie de chill et qui fait des choses pour pas trop se casser le cul. Quand c'est aux autres, bon, et c'est sûr qu'ils m'ont un petit peu moins marqué, mais quand même, hein, José Godet, il a fait chaque humoriste là avait une personnalité bien distincte. Et je suis très heureux parce que je m'attendais à pas grand chose, parce que je connaissais pas grand monde. Mais je suis quand même content. Honnêtement, c'était une bonne saison. Est-ce que c'était la meilleure? Je pense pas, parce qu'on a quand même une saison avec Christine Morancy, puis une saison avec Mona Grenoble. Les deux premières saisons, pour moi, restent les meilleures saisons, parce que les humoristes choisis sont légendaires aussi, selon moi. Mais ça reste que c'est une saison qui se défend très très bien. Je dirais que c'est à peu près du même niveau que la saison 3. C'est sûr, pour moi, c'est comme j'ai dit, c'est la saison 1 et 2, c'est à peu près égal niveau qualité, mais saison 3 et 4, ça reste quand même très défendable. Je vais pas parler de tous les défis, et c'est sûr que je me souviens pas de toutes, mais les solutions que les humoristes ont pour contourner les mots, pour faire quelque chose qui était pas prévu à la base, comme je sais pas, il y a un bout où ils doivent apprendre le suédois je pense en 10 minutes puis parler avec une suédoise.
Il y en a un autre où ils doivent faire la chute la plus dramatique d'un objet quelconque. Donc c'est pas mal, c'est souvent dans l'excès, mais c'est ce qu'on aime, et même si c'est pas aussi bon que les saisons 1 et 2, comme la saison 3, la saison 4 reste très appréciable, donc hâte de voir qui va être dans la saison 5, voir si ça peut retrouver le même niveau que la saison 1 et 2, ou si ça va rester en constante de la saison 3 et 4, ce qui est honnêtement tout aussi respectable. Pour finir, le plus gros morceau, chanteur masqué. Ça, j'ai fait une critique aussi complète de la dernière saison. J'avais été assez véhément sur cette saison-là. Mais cette année, vous allez voir, j'ai été beaucoup plus surpris, beaucoup plus heureux de ce que j'ai vu. Donc, encore là, c'est le même principe que toutes les années. Tu as des célébrités, des chanteurs, des humoristes, des animateurs, des acteurs, des comédiens qui se mettent des costumes de personnages, hein, que ce soit des créatures fantastiques, des objets quelconques ou des animaux principalement, de la bouffe. Et les personnes qui sont les juges, donc Anouk Meunier, Sam Breton, Mélissa Bédard et Stéphane Rousseau avec l'animateur, et lui, je ne me souviens jamais de son nom. Donc, je vais aller voir. Mais donc, il doit deviner 15 célébrités dans 15 différentes mascottes. Et donc, cette année, les mascottes, c'était Axel l'Axolote, Boc le Bûcheron, Caribelle, Germaine Pigeon, la Sorcière, le Cyclope, l'Étoile de mer, Napoulet-on, Renardo, qui était personnellement mon coup de cœur, Tigresse de l'espace, Cardinal, le Chameau, l'Étoile filante, Hippopotame et Monsieur Cornichon, en plus du Maître de la voûte, qui est un nouveau principe de cette saison-là, où c'est un mec qui est dans la voûte, hein, la voûte où il y a toutes les premières impressions des juges. Et bien là, il y a des juges qui vont là-dedans à chaque émission et ils donnent des indices sur qui pourrait être dans chacun des masques. Et donc, il y a un maître de la voûte dans tout ça et il va être aussi dévoilé. Ça fait partie des meilleurs plot twists de cette émission-là parce qu'il y en a eu 2-3 des bons plot twists dans cette saison-là. Et il y a eu le spécial Noël où il fallait deviner qui était dans La Fée des Étoiles. Donc, avant de continuer, juste aller voir c'est qui l'animateur, je me souviens jamais. Sébastien Benoît, voilà, je me souvenir. De toute façon, regarde. Ils sont tous là. Donc, Bédard, Morissette, Meunier, Breton et Benoît. Donc, cette émission-là, oui, c'est chanteur masqué, fait qu'à chaque émission, ils doivent chanter, puis les gens, ils votent pour garder ceux qui veulent et dégager ceux qui se trouvent moins bons. Donc, je vais montrer qui sont chacun. Donc là, on a Axel, Boc, le Cyclope, Cardinal, Étoile et Chameau. Et ici, il y a Caribelle, Napoulet-on et l'Étoile filante. Germaine Pigeon, la Sorcière, Renardo, Tigresse, Cornichon et Hippopotame. Donc voilà. Donc, je vais révéler toutes les personnes qui sont dedans. Donc, si vous n'avez pas vu, dégagez. Donc, ça a commencé, on a eu les 5 premiers. Et c'est Boc le Bûcheron qui est parti en premier. Et c'est presque tant mieux parce que lui qui était dedans, Claude Poirier, qui est donc journaliste d'investigation, si j'ai bien compris, il n'a pas aimé son expérience. Pas pantoute. Donc, tant mieux qu'il soit parti le premier. C'est un peu ce qu'il voulait indirectement. Après, c'est l'Étoile de mer qui est parti avec une ancienne natationniste, une ancienne nageuse, Sylvie Fréchette. Et vu le design du perso avec son casque de bain, son maillot, c'était assez cohérent de voir ça. Et déjà, épisode 3, on a déjà le premier plot twist. Quand je vous ai parlé d'Hippopotame, vous vous dites sûrement que c'est une meuf qui est dedans. Mais non. Non. C'est un mec qui est dedans. Et la chanson qu'il chante, la seule, vu qu'il est resté juste une émission, 16908 de LMFAO. Et quand il a commencé à chanter ça avec ses petits pas de... Au début, il arrive comme une petite fille gracieuse et tout. Bon, déjà, c'est un hippopotame, fait que c'est pas tant gracieux, mais soit. Et là, il te lance un 16908 avec une si grosse voix grave, là. C'est hilarant. Pour moi, ça aurait mérité de rester plus longtemps, mais soit. Et la personne qui était dedans, c'est un hockeyeur. Et vous savez, les hockeyeurs, c'est quand même des gens hauts de taille. C'est un gars... Lui qui est dedans, c'est un gars de moins presque 2 mètres, un bon 200 livres de muscles, Georges Larac.
qui a rentré dans un costume aussi serré, on le voit galérer à se mettre dedans. C'est hilarant, mais c'est un des meilleurs plot twists parce que déjà le premier plot twist, c'est que c'est pas une meuf qui est dedans, c'est un mec. Et le deuxième, c'est que c'est un hockeyeur qui est dedans. C'est encore plus drôle, mais c'est pas le seul plot twist. Ah, parce que l'émission d'après, c'est le chameau qui est parti, c'était les duels, hein, donc c'est deux chanteurs qui se combattent entre eux. Donc Monsieur Cornichon contre Napoléon, c'est Napoléon qui a gagné. Chameau contre Étoile Filante, c'est l'Étoile Filante. Et Caribel Cardinal, ça c'était hard. C'est Caribel qui a gagné, mais le Cardinal a été sauvé par les juges. Donc au final, c'est le chameau qui est parti. Et ça arrive assez souvent, il y avait deux personnes dans le costume et personne ne savait c'était qui. Personne. Et le plot twist, c'était que c'était une marionnette. Je sais pas si vous avez vu au US, je crois, où ouais, il y a eu Elmo dans un déguisement d'escargot. Non, pas. À chaque fois que je dis Elmo, c'est pas Elmo, c'est Kermit la grenouille. Il y a eu Kermit la grenouille dans un déguisement d'escargot. Et dans cette saison-là, il y a eu Bibi et Geneviève. Quand on a vu les deux bosses du chameau se dégager et qu'on a vu la marionnette, c'était hilarant. Personne ne s'attendait à ce qu'une marionnette soit dans un fucking costume. Donc, au final, vu qu'ils chantaient en duo, est-ce que c'était la voix. Je me souviens plus si c'était la voix de Bibi ou la voix du mec derrière. Parce qu'évidemment, c'était pas Bibi et Geneviève, c'était des personnages de télévision. Donc, c'était Michel Ledoux, qui est donc le marionnettiste derrière Bibi, et Sophie Dansereau, qui est donc Geneviève. Je suis un peu déçu qu'elle s'appelle pas Geneviève, mais soit. Mais ça restait quand même un très bon plot twist, selon moi, parce que personne ne s'attendait à ça. Et les interactions entre Bibi et les gens du public, les juges et tout, c'était très drôle. Le second duel, donc c'est Tigresse de l'espace contre Renardo. C'est Renardo qui a gagné. Axel Axelot contre Jean-Louis Pigeon, c'est Axel. Et Cyclope contre Sorcière, c'est la sorcière. Donc avant de continuer, je vais juste parler un peu de Renardo, qui est donc pour moi, cette année, c'était mon coup de cœur pour la seule raison que je sais pas. Chaque personnage a un univers, hein, comme Monsieur Cornichon, c'est un univers un peu cabaret. Le chameau, évidemment, Mille et Nuits. Cardinal, c'était lui aussi que j'aimais beaucoup. C'était lui qui avait une ambiance assez religieuse. Et pour ce qui est de Renardo, c'est une ambiance plutôt médiévale. Et même si les chansons qu'il chantait, je les connaissais pas tout le temps. En fait, j'en connaissais peut-être une ou deux sur toutes les perfs qu'il a fait. Je sais pas, le costume, j'aime beaucoup son design. Puis j'aimais beaucoup comment il chante. Donc, j'espérais au fond de moi que ce soit quelqu'un que j'appréciais ou au moins que je connaissais. Donc, avant de continuer, aussi une dernière précision. Cette année, il était censé avoir un revenant. Quelqu'un de la saison 1 à 4 qui revient dans cette émission-là. Et pendant très longtemps, j'ai cru que Renardo, à l'intérieur, c'était Marc Dupré, qui l'année dernière avait fait Jack Spiran, donc un rôle secondaire. Et je me suis dit, il a aimé ça, il a voulu le refaire et faire un rôle plus primaire dans cette émission-là. Le twist, c'est pas pantoute ça, mais vous allez voir, c'est encore mieux que ça. Mais quand même, j'ai aussi eu peur parce qu'il y a des gens qui disaient que Renardo à l'intérieur, c'était McGuinness. Et si vous vous souvenez de ma critique de la dernière fois, c'est un de mes préférés de l'année dernière. Lui qui était. Je pense que c'était le Zeb qui était dans McGuinness. Donc, vu que je le connais pas, que je le connais toujours pas, j'ai eu peur que ce soit encore lui. Je me dis, putain, encore un préféré que je sais pas c'est qui. Et ça m'aurait cassé les couilles. Mais heureusement, vous allez voir plus tard, c'est pas lui. Et vous allez voir c'est qui le revenant, vous allez voir, c'est assez iconique. Et donc, cette semaine-là, c'est Jean-Louis Pigeon qui est parti. Honnêtement, la seule raison pourquoi il est parti aussi tard, c'est que le bûcheron, il chantait à peine. Et donc, je pense que c'était une humoriste, une comédienne, une actrice, je suis pas trop certain, Marie-Lise Pilote. Après, c'était des émissions 6 à 9, les émissions éliminatoires. Donc, il y avait 5 pour les deux premiers et 4 pour les deux derniers. Où chanteurs qui chantaient, puis c'était le principe, il fallait juste en éliminer un. Pour l'épisode donc du 19 octobre, c'était Napoléon qui est parti et c'était Jean-Marc Généreux. Et je vous en ai parlé tantôt de Révolution, c'est un des juges de Révolution. Donc c'est quelqu'un qui danse quand même très très bien. Et ouais, il s'est fait quand même griller assez vite. Donc voilà. Après, c'est Monsieur Cornichon qui est parti. Et c'était Boom Desjardins qui est dedans. Si je suis pas trop câble, et j'espère pas me tromper, c'est le mec, le leader, le chanteur dans La Chicane. Ou Bas Dommage, je me souviens jamais. Mais c'est un chanteur principal dans un groupe très reconnu au Québec. Donc c'était assez le fun de le voir. Après, c'était une émission assez douloureuse parce que c'était Cardinal, Caribel, Sorcière et la Tigresse.
Et moi, c'est la tigresse qui est partie. Et la personne qui avait dedans, c'était une femme très connue, une chanteuse très connue, Jo Beauchamp, ou Joanne Beauchamp, qui fait partie des grandes stars du Québec. Et honnêtement, allez voir à quoi elle ressemble. Moi, je trouve que c'est une très belle femme, même si c'est dans les 60-70. Honnêtement, voilà. Et aussi, ce qui est très le fun, c'est qu'il y a 2 chansons dans l'émission qui étaient particulièrement bonnes. Donc, il y a la tigresse, justement, qui a chanté. Merde, c'est-tu elle? Non, oui, c'est elle. Elle a chanté Physical de Dua Lipa. Donc, moi, évidemment, j'ai été refait. Puis quand j'ai su que c'est Joe Beauchamp, j'ai trouvé ça lunaire que Joe Beauchamp chante une chanson de Dua Lipa. Et il y en a une autre, c'est la sorcière qui a chanté Abracadabra. Dis-moi, c'est assez cohérent. De Lady Gaga. Donc, c'était pas mal mes 2 performances préférées. Même si Renardo, en global, et Cardinal aussi, restent les 2 que j'ai préférés plus globalement. Après ça, c'est le Cyclope. Et lui, ce qui est unique avec le Cyclope, c'est que c'est un costume particulièrement énorme. Ça paraît pas tant sur l'émission. Mais pour dire, regarde, ça c'est le Cyclope. La gueule du mec était dans la bouche. Donc tout ce qui est en haut de la bouche, là, c'est du vide. C'est un masque extrêmement gros, alors qu'un autre, c'est un masque quasiment taille du visage, juste qui recouvre la tête. Lui, il était énorme, avec des très très grosses mains. Et finalement, ce qu'il y avait dedans, c'était Guy Jodoin, qui est le mec qui fait le tricheur, et qui est aussi, c'est un animateur assez connu. En demi-finale, c'est Axel Laxolotte et l'Étoile filante. Et en fait, j'ai dit qu'il y en avait 3, mais en fait, il y a 4 plot twists. Dans les indices, parfois, de la voûte, il y a des gens qui viennent chanter. Et là, il y avait une fille qui s'appelait Claudine Desrochers, qui est venue chanter, je crois, pour... je pense que c'était pour Caribel, mais je suis pas certain. Ou Sorcière, parce que c'était une des 2 filles. Et, en fait, le plot twist, c'était qu'elle était à la fois dans la voûte et une chanteuse. Elle était dans Axel Laxolotte. Et personne s'y attendait à ça non plus. Mais vu que je la connais moins, c'est un peu moins un plot twist pour moi, mais ça reste quand même plutôt cocasse. Et l'autre qui a été éliminé dans le même épisode, c'est l'Étoile filante. Et j'ai dit de pas oublier le nom de Léane Labrèche d'Or parce que c'est elle qui était dans ce costume-là. Et donc, c'est la fille de Marc Labrèche. Moi, je le connais pour 2 choses. Les pubs de Dormez-vous. Et le cochon d'Inde dans le cochon dingue. Il y a une gueule assez unique, fait que sa fille aussi. Et donc, après, il y a eu la finale avec comme finaliste le Cardinal, Caribel, Renardo et Sorcière. Donc, en gros, les 4 que j'avais à peu près prédits en demi-finale. Je me suis à peu près dit que c'était eux autres les finalistes et j'ai eu raison. Donc, évidemment, comme si vous vous rappelez, j'aime beaucoup le Cardinal et Renardo, donc les 2 sont en finale. Je suis refait. Et finalement, c'est le Cardinal qui a gagné. Et c'était un peu le temps, parce que la dernière fois qu'un mec a gagné, c'était Courtemanche en saison 3. Mais surtout, les piafs dans Chanteur masqué, déjà, il y en a énormément. Il y en a une bonne vingtaine. Et il y en a 3 qui ont gagné. La saison 1, c'était les Inséparables. La saison 4, c'était le Cygne. Et cette saison, c'est le Cardinal. Donc, en gros, s'il y a un piaf quelque part dans la saison 6, c'est lui qui gagne. À part si c'est vraiment nul à chier. Comme, voilà, Germaine Pigeon était pas incroyable non plus, même si c'était un piaf. Mais soit. Donc, ceux qui avaient dans les costumes, il y avait Marie-Ève Janvier dans La Sorcière, donc qui est quand même une animatrice aussi, je crois, quand même assez reconnue. Et non, la blague est née en novembre, pas en janvier. Il y a Marie-Lou dans Caribel, qui est aussi une personne qui était dans la chanson, mais qui l'est putain maintenant. Et Renardo. Je savais pas pantoute c'était qui jusqu'à l'épisode final. Il a chanté sa chanson et j'ai reconnu directement sa voix. Et je suis très heureux que ce soit lui parce que je l'aime bien, honnêtement. C'est le gagnant de Starac 2022, je crois, William Cloutier. Quand j'ai su que Renardo c'est William Cloutier, j'étais refait parce que c'est quand même quelqu'un que j'apprécie vu que c'est mon préféré. Ben, j'étais très satisfait. Et finalement, le gagnant, c'est quelqu'un qui n'est pas venu au Québec depuis très 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 longtemps. C'était Steph Cars. Vous connaissez peut-être pas, vous connaissez peut-être Aki Breaky Dance. C'est un gars québécois, certes, mais qui est assez attaché aussi en anglophonie, vu qu'il a vécu de 2000 à il y a très peu de temps aux États-Unis. Sa femme est américaine et tout. Et là, il est revenu au Québec pour cette émission-là, et quand ils ont vu que les gens l'appréciaient, il est revenu au Québec, et maintenant, il y a plein de projets, dont un avec Mélissa Bédard. Donc, je suis quand même très heureux, et honnêtement, même si je le connaissais à peine, et que c'est juste une théorie selon ma mère, que c'était lui dans le Cardinal, son speech
en finale, j'ai trouvé très émouvant. Honnêtement, j'ai trouvé très émouvant. J'ai presque versé une larme. Et donc, dans tout ce monde-là, c'est qui le revenant? Ben, il n'y en a pas de revenant. En fait, oui, il y en a un. Mais un revenant spécial. Le revenant, c'était le maître de la voûte. Et donc, vous pouvez pas deviner que c'était lui. Il n'y avait aucun indice sur lui. Il n'y avait rien. Il donnait des indices, mais jamais sur lui. Donc, quand tu as les juges qui se sont rendus compte, ah, attends, il n'y en a pas de revenant. Puis là, tu as juste le maître de la voûte qui a dit que le revenant, c'était un des chanteurs. Puis là, il sort, puis il se révèle être Jason Roy l'éveillé, qui était dans la saison 1, la Dinde Noire. Donc, honnêtement, moi, j'ai pas vu la saison 1, donc pour moi, c'était pas un revenant. Mais pour les gens qui ont vu depuis la saison 1, c'est quelqu'un qui est donc allé en finale, je crois. Il n'a pas gagné, mais il est allé en finale. Donc, le voir sortir de sa voûte, c'était assez hilarant. Même si je le connais pas trop, j'ai trouvé que... Ça aussi, je l'avais pas mal deviné que c'était ça le plot twist, surtout quand j'ai su c'était qui les 4 finalistes. Donc c'était très amusant. Et l'oreille d'or, ce fut Anouk Meunier et Sam Breton qui ont été effectivement particulièrement perspicaces cette saison-là. Et pour finir, l'émission du 7 décembre, c'était l'émission spéciale des fêtes. Donc, on est des perfs de Marie Janvier, William Cloutier, Marie-Lou, Steph Cars et quelques invités, dont des perfs d'Anouk et Sam. Un duo entre, comme j'ai dit, Mélissa et Steph Cars. On a eu plein de belles performances de Noël. Et il y avait un personnage qu'il fallait deviner. C'était la fée des étoiles. On dit c'est la saison des étoiles. Il y a l'étoile filante, l'étoile de mer et la fée des étoiles. On fallait deviner c'était qui la personne cachée sous le costume. Et cette fée-là, c'était Sophie Grégoire. Son nom vous dit peut-être rien, mais si je vous dis qu'elle a un lien avec l'ex-premier ministre, peut-être que vous vous dites quelque chose. C'était la première dame du Canada quand Trudeau était au pouvoir. C'est l'ex de Trudeau, parce que maintenant vous savez que Trudeau est avec Katy Perry, on est dans un multivers. Jamais on aurait cru ça, mais soit. Donc la femme de Justin Trudeau, donc Sophie Grégoire Trudeau, qui est, maintenant c'est plus ça, là, maintenant il est Gilles Trudeau, qui était déjà connue avant d'être la première dame. Elle a rencontré des grands, elle a rencontré Obama, Barack et Michelle Obama, la reine Elisabeth II. Elle a rencontré des grandes personnes quand elle était en couple avec lui. Et maintenant, c'est plus le cas. Mais elle reste quand même d'actualité. Je pense qu'elle fait de la bouffe aussi. Mais je pense qu'elle est surtout connue pour être une journaliste. Donc, c'était aussi quelque chose de plutôt amusant de voir quelqu'un d'aussi important du Canada dans Chanteur masqué. Donc, ma critique globale, comme toutes les autres émissions que j'ai mentionnées, c'est assez positif, surtout beaucoup plus positif qu'à l'année dernière où la gagnante, je la connaissais pas, les finalistes, je les connaissais fuck all. Et bien, cette année, William Cloutier et Steph Cars m'ont permis de me dire que la saison était excellente, surtout avec le plot twist du maître de la voûte, du chameau, de la fille dans la voûte qui devient masquée, Georges Larac. Non, mais c'était une excellente saison. La meilleure, peut-être, c'est parce que c'est une des premières fois, comme avec Jerry, pour Quel talent, qu'un de nos préférés gagne enfin. C'était le préféré de ma mère, le cardinal et de ma grand-mère. Et moi aussi, c'était dans ceux que j'aimais beaucoup, parce que j'aime beaucoup ce qui est religieux. Genre, je suis catholique, je crois en Dieu, même si je suis pas le plus grand fervent. Allez voir ma vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. Mais tout ce qui est l'univers religieux, que ce soit dans tout ce qui a rapport avec le cardinal ou les films en rapport avec ça, que ce soit Da Vinci Code ou Angel and Demons, les rivières pourpres 2, et ce qui est sorti dernièrement, le 3e à couteau tiré, Wake Up Dead Man, ça se passe aussi dans un univers religieux. Donc, je sais pas pourquoi, mais ce genre d'affaires-là, j'ai une fascination pour ce genre d'affaires-là. Donc, le cardinal, j'étais aussi très heureux qu'il gagne. Il le méritait, il était exceptionnel. Même si dans mon coup de cœur, c'était quand même William Cloutier. Excusez, pardon. Donc voilà. Donc, en général, pour faire un résumé de tout, il n'y a aucune émission qui m'a plus déçu qu'une autre. Honnêtement, si je devais faire un classement, je dirais... Quel talent? Je dirais que c'est... Non. Chanteur masqué en premier, parce que quand même, tout ce qui s'est passé, c'était vraiment le fun. Quel talent en saison 2, parce que East to West et Jerry sont allés en finale.
le maître du jeu en troisième, pardon, parce que c'était pas aussi bon que la saison 1 et 2, mais que c'était quand même étonnamment appréciable malgré le fait que je connaissais pas grand monde. Et Temps de chien en quatrième, parce que bah, c'était assez égal aux autres émissions, sans que ce soit la chose dans les quatre que j'ai préférées, mais quand même, c'était plutôt agréable. Donc maintenant, jusqu'à la fin de l'année, j'ai plus d'émissions québécoises à regarder. Il me reste seulement 4 émissions à terminer. Je vais pas en faire des critiques, parce que c'est parce que c'est des séries ou des animés. Hein. Il y a la saison 3 de Valkyrie Apocalypse, la saison 2 de Ranma un demi, la saison 5 de Stranger Things, et Uzaki-chan Wants to Hang Out. Donc c'est que des séries que je vais pas faire des critiques, parce que j'en vois pas trop l'intérêt, honnêtement. Mais voilà, ce qui me reste pour le reste de l'année. Et voilà. Donc, merci d'avoir écouté donc, le 21e épisode des critiques, hein, la critique quadruple de 4 émissions québécoises. J'espère que vous avez apprécié, en espérant que vous avez regardé une de ces émissions-là, ou si c'est pas le cas, allez les regarder. Bon, c'est sûr que je vous ai un peu spoilé qui gagnait à peu près toutes. Mais il y a toujours des extraits que vous pourriez aller voir d'émissions un peu partout. Donc, j'officialise la fin de cette vidéo. Donc, après plus de 3/4 d'heure de critique, j'espère que vous avez apprécié ce que je vous ai dit. Les 2 prochaines semaines, donc la vidéo du 22 et du 29, ça va être pour le 22 un épisode de pourquoi, où je vais vous dire, selon moi, pourquoi 2026, niveau divertissement, ça va être une année fabuleuse. Donc, c'est un peu un épisode de pourquoi, mais d'anticipation. D'habitude, les pourquoi, c'est plus pourquoi un événement passé ou à peu près actuel m'a marqué. Mais j'ai décidé de faire ça, un épisode spécial où, au lieu de dire quelque chose de pourquoi je pense que cette chose-là était nice et que j'ai déjà vécu, je vais faire un épisode d'anticipation et je vais vous dire pourquoi, selon moi, le 2026, ça va être une année marquante dans ma vie. Et 2029, qu'est-ce que je raconte? Le 29 décembre, ça va être le top 10 habituel des meilleures choses de l'année 2025, que ce soit niveau musique, album. Je pense que je vais faire une distinction entre les deux, entre musique et album. Meilleur film, meilleure série, meilleur événement. Je pense que vous savez déjà ça va être quoi le meilleur événement. J'en ai parlé au début de l'année. Et je vais rajouter quelques détails aux vidéos que j'ai faites. Les 3 premières vidéos que j'ai sorties cette année. Je vais un peu en reparler parce qu'évidemment, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué cette année. Mais soit, ça c'est dans 2 semaines. Donc d'ici là, passez des belles semaines. Moi, je vais continuer à bien faire ma job en tant que masso. Évidemment, il va y avoir une vidéo sur ça quelque part en 2026 aussi. En 2026, on verra bien. Peut-être c'est sûr qu'il va y avoir d'autres interviews. C'est sûr qu'il va y avoir d'autres pourquoi. Je sais pas encore ce qui arrive pour 2026, mais pour 2025, je vous l'ai dit. Le pourquoi sur pourquoi 2026 va être fou et le résumé de ce que j'ai préféré cette année en 2025. Donc j'espère que vous allez être présents pour ces 2 vidéos-là. Et donc je vous dis à la semaine prochaine. Une bonne semaine à vous. Et à la semaine prochaine pour la vidéo l'épisode pourquoi d'anticipation. Voilà. Rien de plus, rien de moins.